Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme vous pouvez constater, on commence à travailler sur l'époque moderne. Donc, on a fini toute la partie du Moyen Âge et on aborde donc le XVIe siècle. Avant de commencer avec la partie d'histoire externe, j'aimerais vous donner quelques points de référence euh, du passage entre le Moyen Âge et l'époque moderne. Pourquoi il s'agit d'un passage important? Il s'agit d'un passage important parce que, en effet, on a vu et on le verra encore pendant le Moyen Âge, il y a eu une grande évolution linguistique, une richesse de production littéraire, mais pas beaucoup de réflexion théorique sur la langue. Les gens du Moyen Âge n'avaient pas le sentiment d'avoir affaire avec une langue tout à fait nouvelle et différente du latin. Ils avaient conscience qu'il s'agissait d'une certaine manière d'une forme évoluée de cette langue, alors que ce qui change avec l'entrée dans l'époque moderne, c'est en particulier le fait qu'il se crée une distance beaucoup plus évidente entre le français et le latin. Les gens de l'époque moderne connaissent mieux le latin classique, et cela crée une distance plus grande entre le niveau euh, littéraire, disons, et linguistique du latin et celui du français, qui est une langue jeune, une langue moderne, qui est donc ressentie comme une langue quelque peu inférieure. C'est-à-dire que la différence qu'on remarque entre latin et français soulève la question de l'imperfection et de l'infériorité du français par rapport au latin. D'où toute la réflexion théorique qui se crée à partir en particulier d'une discussion analogue qui a eu en Italie au début du XVIe siècle, comme on verra. Et donc, on a là une base pour essayer de donner à la nouvelle langue française une importance, une, une valeur aussi du point de vue rhétorique que pour l'instant elle n'a pas. Autre chose, au-delà de cette nouveauté importante, de ce sentiment de distance par rapport au latin, il y a encore des liens assez importants avec le Moyen Âge, comme vous verrez. Troisième chose que je voulais vous mentionner, c'est le fait que le XVIe siècle n'est pas une époque d'énormes changements au niveau phonétique, au niveau linguistique en général, mais c'est une époque dans laquelle il y a des faits historiques importants qui exercent en fait une influence importante sur l'évolution de la langue française et en particulier sur sa systématisation, sur comment dire, l'avancée vers une structuration plus importante de la langue. Voilà, cela dit, en tant que prémisse, on peut donc commencer en évoquant justement quelques événements historiques importants qui marquent l'époque du passage entre le Moyen Âge et la modernité. Je répète et je reprends un peu ce que j'ai dit en guise d'introduction. Donc, le Moyen Âge a été une époque de grande créativité linguistique et littéraire, mais avec peu de réflexion théorique et surtout en manque de tension normative, c'est-à-dire que on n'a pas trop pris en considération le fait de régler la grammaire en continuelle évolution de la nouvelle langue qui était le français. On a vu que pendant le Moyen Âge, il n'y a pas une seule langue française, mais plusieurs variantes dialectales dont la langue parisienne n'est pas forcément la plus importante et la plus influente. Ce qui change avec le passage à l'âge moderne, mais déjà un peu avant, c'est le fait que la langue parisienne, la variante parisienne, commence à s'affirmer et à devenir de plus en plus le point de référence pour la langue française tout court. Cela déjà à partir du 15e siècle. C'est en effet une imposition qui
qui se fait aussi grâce à la nouvelle action de centralisation du pouvoir autour de la couronne et avec donc l'intention de exploiter la langue de la cour pour donner une langue commune, une langue unitaire à la France. Mais, et ça c'est le passage justement important vers la période moderne, c'est le français, la langue française acquiert un statut de langue rationnelle, c'est-à-dire organisée, structurée, seulement à partir du XVIe siècle. Souvent en opposition au latin, mais souvent aussi en s'inspirant du latin, qui était considéré comme une langue parfaite et très bien structurée. Donc, dans certains cas, la structure du latin a fourni aussi un modèle pour l'évolution du français, pour l'organisation du français. Alors, je dis maintenant une chose qui est à l'apparence en contradiction avec ce que j'ai dit dans l'introduction, mais vous verrez que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire la restauration humaniste du latin classique, la redécouverte du latin classique, qu'on commence à connaître beaucoup mieux, favorise le succès du français. En réalité, je vous avais dit dans l'introduction que cette redécouverte du latin, cette meilleure connaissance du latin, provoquait un sentiment de distance. Mais c'est justement ce sentiment de distance dans laquelle on perçoit le français comme une langue plus faible par rapport au latin, qui met en mouvement toute une opération de structuration de la langue d'un côté, et de l'autre côté, le fait que beaucoup de gens cultivés parlent et écrivent un latin qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus proche du latin classique, crée une distance par rapport aux lecteurs potentiels. La plupart de la société française en ce moment n'est plus en mesure de lire, de comprendre le latin, d'où le fait que le marché, pour ainsi dire, des publications françaises devient de plus en plus important et riche. Voilà pourquoi, d'une certaine manière, le fait de restaurer une forme de latin beaucoup plus difficile favorise euh, l'essor du français, d'une certaine manière. Alors, évidemment, ce passage, on ne peut pas prendre une date dans laquelle le monde bascule d'un côté à l'autre. Bien sûr, c'est toujours le cas. La différenciation, donc, ce qui fait le passage entre le Moyen Âge et l'âge moderne, est quelque chose de lent et de progressif. Ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Au point que beaucoup de savants considèrent encore aujourd'hui que la première partie du XVIe siècle, les premières décennies du XVIe siècle, peuvent en réalité être encore associés d'une certaine manière au moyen français, et c'est ce qu'on verra quand on parlera euh, de l'œuvre de Rabelais, par exemple. Rabelais, qui construit une sorte d'épopée linguistique, le foisonnement linguistique dans les œuvres de Rabelais est assez incroyable. Il y a aussi, à côté de cette exploitation de tous les registres, de tous les, du langage, de toutes les directions, il y a aussi un aspect de réflexion sur la parole qui n'était pas typique, comme je vous ai dit, du Moyen Âge, mais en même temps, la langue, comme vous verrez, la langue de Rabelais reste encore essentiellement médiévale. Alors, comme je vous ai dit, il y a au XVIe siècle une évolution linguistique qui n'est pas très rapide, qui n'a pas la rapidité et la richesse qu'elle avait dans les siècles du Moyen Âge, mais il y a des faits historiques marquants et des prises de position de certains intellectuels qui exercent une influence importante sur l'évolution de la langue et aussi sur le succès de la langue française qui s'affranchit de plus en plus de l'infériorité par rapport au latin. L'image que vous voyez sur la droite est en effet l'image de deux articles de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, ordonnance de 1539, qui est extrêmement important parce que elle marque un passage vers la transcription de tous les documents juridiques en français plutôt qu'en latin. Vous avez là en rouge
en effet le texte des 2 articles qui nous intéressent le plus. Et vous pouvez voir qu'il y a d'un côté, dans le premier passage, une préoccupation, heu, d'une écriture des ordonnances et des arrêts, que ce soit la plus claire et la moins ambiguë possible, pour ne pas laisser d'espace aux incertitudes. Et dans le deuxième passage, vous voyez que, parce que de telles choses sont arrivées très souvent à propos de la mauvaise compréhension des mots latins, c'est-à-dire qu'il y a eu souvent des ambiguïtés et des incertitudes d'interprétation dans les textes à cause de la mauvaise compréhension du latin, on recommande que dorénavant, tous les arrêts ainsi que toute autre procédure soient prononcés, publiés et notifiés aux parties en langue maternelle française. Ça, c'est un changement énorme parce que ça implique que tous les documents officiels seront, à partir de là, faits et rédigés en français. Cela va donner évidemment un poids et une importance à la langue française qu'elle n'avait pas auparavant. De l'autre côté, autre événement historique fondamental dont on a déjà parlé, mais qui, évidemment, dont l'influence de cette nouveauté s'exerce surtout, heu, au cours de l'époque moderne et donc à partir du XVIe siècle, c'est la réforme protestante. Et un des aspects les plus intéressants de la réforme protestante est le fait que les, réformateurs, mais pas seulement les protestants, hein, en général les réformateurs de cette époque, pousse à une lecture directe de la Bible. Et pour ce faire, évidemment, il faut avoir des traductions de la Bible. Alors, les traductions de la Bible existaient déjà, mais elles n'étaient pas favorisées, elles étaient même, comment dire, pas tout à fait défendues, mais en tout cas déconseillées, disons, par l'Église et par les institutions ecclésiastiques parce qu'on ne pouvait pas les contrôler. Donc, comme la Bible est un texte sacré, on ne pouvait pas le traduire n'importe comment, on ne pouvait pas traduire son message. D'où le fait que la liturgie se faisait toujours en latin, on contrôlait le texte latin et on ne favorisait pas des traductions. Alors, c'est ce qu'ils font par contre les réformateurs. Je disais pas seulement les réformateurs protestants tels que Luther, mais aussi les personnages qui restent toujours à la frontière, qui ne passent jamais à la réforme, mais qui ont tout de même un esprit réformateur tel que Erasme de Rotterdam. Vous voyez en rouge la citation d'Erasme qui dit: «Je suis en effet passionnément en désaccord avec ceux qui voudraient interdire aux ignorants de lire la divine écriture, traduite en une langue vulgaire, sous prétexte que l'enseignement du Christ est si obscur que c'est à peine si un tout petit nombre de théologiens peut le comprendre». Donc au-delà du contrôle du texte, il y a là un autre niveau, une partie du monde clérical, du monde ecclésiastique, était convaincue que les gens ne devaient pas lire la Bible ou en tout cas pas la lire sans être guidés par quelques experts. Et donc là, c'est un aspect important des réformateurs que de dire que, la lecture de la Bible est profitable pour tout le monde. Mais à ce moment-là, il est nécessaire évidemment de la traduire dans une langue moderne et compréhensible. Un autre effet de la réforme est une certaine clarté d'explication linguistique. Vous verrez, quand on parlera des textes, quand on commentera des textes, la différence énorme qui existe, par exemple, entre la langue de Rabelais, qui est, comme je vous disais, encore ancrée à l'idée du Moyen Âge, et la langue, par exemple, de l'institution de la religion chrétienne de Jean Calvin, qui a une clarté et une modernité qui est assez incroyable puisque on parle là à peu près de mêmes années. Un autre fait historique important et marquant est la création d'une nouvelle institution, le Collège des lecteurs royaux, qui est l'ancêtre, pour ainsi dire, du Collège de France actuel, institution créée par Guillaume Budet en 1530. La devise du Collège des lecteurs royaux est, comme vous voyez, Docet omnia, c'est-à-dire ce collège enseigne tout. Et il y a là une sorte de polémique contre le monde universitaire. Le monde universitaire qui a toujours été lié à un monde médiéval et clérical qui se spécialisait
dans certains domaines qui pouvaient être la théologie, le droit, la rhétorique, et cetera. Alors, le collège des lecteurs royaux naît en polémique, justement, à l'université, en polémique vers l'université, qui est considérée justement une institution liée à un vieux savoir médiéval et surtout d'origine cléricale, et se pose comme la possibilité d'un nouvel enseignement laïque qui considérera aussi des aspects scientifiques, mais des aspects littéraires, et qui sera important par la suite pour l'évolution de la langue. On a parlé des aspects scientifiques, et il faut dire que le XVIe siècle est aussi l'époque dans laquelle la science s'affranchit du latin. On sait, par exemple, que le chirurgien Ambroise Paré est le premier maître universitaire, le premier titulaire d'une chaire universitaire qui ne connaît pas le latin. Donc, il assume sa chaire en 1554, il donne ce cours en français et il ne connaît pas le latin. Alors, faisons donc un autre passage important dans lequel on voit la, le tournant, disons, le passage important entre la langue typique du moyen français et la nouvelle langue de l'époque moderne. Nous avions vu la dernière séance, quand on a parlé du moyen français, que la langue du moyen français était caractérisée par un foisonnement de graphies latinisantes pardon, et de néologismes cultivés. Or, cet excès est rejeté déjà dans un des premiers ouvrages qui paraissent au XVIe siècle, c'est-à-dire le Jardin de Plaisance de 1501. Et surtout, alors le Jardin de Plaisance est un ouvrage qui n'a pas une influence énorme, mais qui marque un peu l'esprit du temps, pour ainsi dire, qui euh, se révolte contre ce foisonnement, cette exagération de le latinisme, aussi bien graphique que lexicaux, et qui essaie d'aller vers une nouvelle simplification de la graphie et de la langue en général. De ce point de vue-là, on doit regarder surtout à l'activité des imprimeurs. Alors, c'est surtout les imprimeurs qui se posent le problème de la graphie et de la difficulté de l'orthographe du français à l'époque. Par exemple, dans un ouvrage très important qui est Le Chant fleuri de Geoffroy Tory, publié en 1529, vous en voyez l'image du frontispice à droite. Donc, dans cet ouvrage, Tory, qui est l'imprimeur officiel du roi de France, commence à se poser la question de comment favoriser une simplification de la langue et comment faciliter la lecture de cette langue. C'est dans ce texte de Champfleury qu'on commence à parler de l'importance qui peuvent revêtir les accents pour favoriser la lecture et la prononciation, ainsi que l'apostrophe, ainsi qu'une ponctuation moderne et d'autres signes diacritiques qui sont introduits, qui existaient déjà d'une certaine manière au Moyen Âge, mais qui sont introduits de manière systématique et organisée dans le français du XVIe siècle. Un cas est par exemple celui de la cédille, mais on reviendra sur ça. Cette même réaction à l'excès de latinisme dans les textes est, par exemple, visible, présent dans certains ouvrages littéraires. Un des exemples les plus connus est celui de l'épisode de l'écolier limousin de Rabelais. Vous en avez un extrait dans le dossier de texte. Je vous prie de le lire tout seul parce que je ne vais pas commenter l'exemple de l'écolier limousin. Il est tout de même important de voir comment Rabelais fait parler ses étudiants universitaires, justement. Il s'agit de quelqu'un qui vient de la province, qui vient du sud de la France, mais qui veut se donner donc une image de personne cultivée. Et il parle donc dans une langue incompréhensible à tout le monde, dans laquelle il invente de mots qui se rapprochent à des mots latinisantes. C'est donc un monde dont Rabelais fait la satire, justement, ce monde des jeunes savants qui prétendent s'exprimer dans une langue qui n'existe pas et qui résulte tout à fait incompréhensible, juste pour se rapprocher
de, euh, d'une culture latine. C'est ce que on définit à travers, au XVIe siècle, on définit cette attitude avec l'expression escumer le latin. Alors, un autre exemple un peu plus tardif, c'est une publication qui s'appelle Le dévi de la langue française, publiée en 1559 par Abel Mathieu, qui, lui aussi, se lance contre ceux qui farcissent leur langage de latinisme nouveau et ridicule. C'est comme ça qu'il s'exprime. Je vous ai déjà dit que, on a déjà parlé donc de l'épisode de l'écolier Limousin. Il faut savoir aussi que beaucoup d'exemples de satire contre ce type d'expression se trouvent dans des pièces théâtrales et dans des comédies publiées au XVIe siècle. Mais il y a aussi une critique qui est beaucoup plus cultivée et beaucoup plus sérieuses, comme par exemple celle d'Abel Mathieu. Juste. Ronsard, alors c'est un personnage qu'on n'a pas encore introduit, qu'on va introduire maintenant. Pierre de Ronsard est un des personnages euh, les plus influents du XVIe siècle. On le verra dans la fiche, dans la prochaine fiche. Il faut l'introduire ici à cause de sa position assez particulière, c'est-à-dire que la réaction de Ronsard par rapport à cette attitude latinisante, hyper latinisante, est, contrairement à celle d'autres savants de l'époque, de revenir aux archaïsmes, c'est-à-dire de revenir au Moyen Âge, enfin rechercher, pas tout à fait revenir au Moyen Âge, mais regarder plutôt au texte du Moyen Âge pour y chercher des belles formes authentiquement françaises, même dans les dialectes, même dans la langue qui n'est pas tout à fait la langue de Paris, pour construire une langue qui soit vraiment française et pas une imitation ridicule de la langue latine. Cela donc, cette réaction vers l'excès de latinisation du français amène une tendance opposée vers un retour au français en général, vers une redécouverte du lexique français et en particulier vers une redécouverte de certains ouvrages du Moyen Âge. On a parlé de Ronsard, alors c'est bien le moment de présenter la figure de Ronsard ainsi que le courant littéraire dont il est plus ou moins le fondateur et dont il fait en tout cas partie, c'est-à-dire la Pléiade. Pléiade définie ainsi en 1553, en réalité, alors il s'agit probablement d'un des premiers courants littéraires de l'histoire de la littérature française. Encore une fois, évidemment, la tendance à définir de manière stable les courants littéraires ne nous permet pas de comprendre tout à fait la vie assez, comment dire, riche et diversifiée de ce courant. Il y a certaines personnes qui ont fait partie de ce courant pour une période et qui en sont sorties ensuite. Le même Ronsard était un personnage assez isolé. Donc, on a pris l'habitude de définir avec le nom de Pléiade un groupe qui s'est regroupé autour de Ronsard, des personnages tels que Du Bellay, Pontus de Thillard et d'autres. Mais évidemment, la définition ne peut pas être prise au sens très strict. En tout cas, ce qui est intéressant de la part de Ronsard, c'est le fait, c'est sa prétention de fonder une nouvelle lyrique française, une nouvelle poésie française, mais une poésie française qui soit authentiquement française et qui ne se contente pas d'imiter de manière ridicule le latin. Par exemple, dans la prémisse à une deuxième édition, disons, de son poème épique, La Franciade, poème inachevé, comme on verra bien, Ronsard exprime justement l'idée dont on vient de parler, de sa préférence pour la lecture des textes médiévaux plutôt que pour une imitation ridicule du latin. Car c'est un crime de lèse-majesté d'abandonner le langage de son pays, vivant et florissant, pour vouloir déterrer je ne sais quelle cendre des anciens. Et après, il y a donc cette déclaration
d'amour, pour ainsi dire, vers les œuvres du français médiéval, encore vaudrait-il mieux, comme un bon bourgeois ou citoyen, rechercher et faire un lexicon des vieilles mots d'Arthur, Lancelot et Gauvin, ou commenter le roman de la Rose, que s'amuser à je ne sais quelle grammaire latin qui a passé son temps. Voilà donc la prise de position théorique de Ronsard, qui est un peu en contradiction avec la position la plus répandue de son époque, mais qui aura aussi une importance. On connaît par exemple l'importance de Ronsard, le rôle de Ronsard euh, dans la construction d'un nouveau langage lyrique fondé sur le modèle, sur l'exemple de Pétrarque, du chansonnier de Pétrarque. L'œuvre de Pétrarque deviendra un point de référence pour la lyrique européenne en général, et le rôle de Ronsard dans cette diffusion, disons, du modèle pétrarquesque est fondamental. Donc, d'après Ronsard, il faut faire sortir la littérature française de sa dimension purement populaire. C'est-à-dire que s'il y a un défaut que les gens du XVIe siècle reconnaissent aux auteurs du Moyen Âge, c'est le fait d'écrire justement sans une technique bien évoluée et surtout sans une ambition d'inspiration. C'est une littérature, et là évidemment, c'est évidemment une interprétation qui est donnée à travers le filtre de ce que les gens du XVIe siècle voyaient dans leur époque, c'est-à-dire que les textes de la littérature française qui circulaient parmi le peuple, parmi la partie la plus, euh, comment dire, la moins cultivée du peuple, étaient justement de réélaboration plus ou moins mal faits, disons, des textes, des classiques du Moyen Âge. Donc l'idée, alors que le latin était utilisé pour une littérature et des publications beaucoup plus élevées, beaucoup plus cultivées. Donc l'ambition de Ronsard est de faire sortir la littérature de cette dimension populaire, de lui donner une dimension beaucoup plus élevée. Cela en imitant les poètes italiens, que je vous ai dit. L'Italie a connu au XIVe siècle une évolution extrêmement importante grâce surtout à trois personnages majeurs, Dante, Pétrarque et Boccace, qui devient à la fois le modèle pour les différents genres littéraires dans toute l'Europe. Et c'est sur ce modèle que Ronsard conçoit son épopée, son ouvrage épique, La Franciade, qui devait donc finalement euh, donner, pour ainsi dire, une nouvelle base à l'épopée de la nation française, ouvrage qui restera inachevé. Elle devait être composée de 24 chants. Ronsard en compose seulement 4. Et c'est un ouvrage donc qui en réalité, au-delà de l'ambition énorme, aura une influence assez mince dans la culture et dans la littérature du français. Mais il est important de constater, encore une fois, comment dans ce travail de Ronsard, il y a une manifestation de cette idée de s'adresser plutôt au patrimoine médiéval classique qu'au latin, médiéval française, pardon, plutôt qu'au latin classique. Or, évidemment, l'imitation d'un côté du latin et de l'autre côté des grands auteurs italiennes conduit à une forme d'écriture qui reste tout de même assez latinisante. Comme le modèle de la prose devient Boccace, et que Boccace a été lui aussi un important traducteur d'ouvrages latins, notamment de Tite-Live, voilà que la syntaxe de Boccace est une syntaxe assez complexe, avec beaucoup de subordonnés, des phrases très longues, très latinisantes, justement. Et cette attitude est en partie reprise dans la langue française du XVIe siècle. Cela provoque, à un moment donné, à partir du milieu du XVIe siècle, une réaction et un virage vers un style qui est plus simple, qui est une langue plus ordinaire.
donc moins élevé, moins inspiré du latin. Et c'est dans ce contexte que Thomas Sébillier, dans son art poétique, introduit son idée d'oreille, c'est-à-dire que la qualité linguistique doit aussi se fonder sur une musicalité, sur une facilité qui est une perception individuelle, personnelle, qui dépend de notre oreille personnelle. Voilà. Donc, en tout cas, tout ce qu'on constate, c'est que cette nouvelle prise de conscience de la valeur de la langue française et cette tentative de donner à la langue française une structure, une grammaire, une rhétorique et tout ce qui peut faire de cette langue un instrument de plus en plus souple et important, s'accompagne d'un nouveau sentiment de fierté par rapport à l'écriture en français. C'est-à-dire, on commence à se dire, le français est notre langue maternelle, il faut être fier de s'en servir et lui donner une importance qu'il n'a pas encore eue, justement parce que c'est considéré une langue inférieure, une langue qui peut être seulement utilisée par le peuple. Alors, de ce point de vue-là, cette fierté est, par exemple, extrêmement évidente dans un ouvrage qui exercera une influence très importante au VIe siècle, et c'est-à-dire c'est Les Recherches de la France, ouvrage publié en plusieurs volumes entre 1560 et 1621 par Étienne Pasquier. Il s'agit là, dans cet ouvrage, d'un effort justement de mettre ensemble, de concilier l'héritage médiéval de la langue française et euh, la latinité antique pour attribuer et pour donner au- à la langue française une nouvelle identité, une nouvelle identité importante. Voilà donc ce qu'il dit, parce qu'il est dans l'introduction à son ouvrage Les Recherches sur la France. Ainsi, la langue dont nous usons aujourd'hui, selon mon jugement, est composée par de l'ancienne gauloise, par de la latine, par de la françoise, et si ainsi le voulait, elle a plusieurs grandes symbolisations avec la grégeoise. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Cette assimilation du français à la langue grecque est due au fait que Pasquier, par exemple, se rend compte que la composition de la nouvelle langue française, avec tous ses composantes différentes, euh, peut être assimilée justement à la naissance de la langue littéraire grecque, avec toutes ses influences, ses dialectes, et la création de cet aspect de koiné grec qui en fera une langue euh, très importante pour la diffusion culturelle et littéraire. Or, cette assimilation de la formation du français à la formation du grec fait partie justement à cette nouvelle tentative de valoriser la langue française. Langue française qui, justement, a des composantes. Alors, évidemment, quand il parle là de la partie françoise, il s'adresse au côté germanique, bien entendu. Donc, il reconnaît que dans cette langue, il y a beaucoup d'héritages. Il y a un héritage latin, il y a un héritage celtique et il y a un héritage germanique qui se sont mélangés pour créer quelque chose de nouveau et de tout à fait illustre. C'est ça l'idée exprimée par Pascal. On arrive là donc à notre dernière fiche de l'histoire externe euh, qui voudrait expliquer un peu mieux l'importance et l'influence de la Renaissance italienne dans l'évolution du français au XVIe siècle. Il y a un fait symbolique, mais tout de même important, et c'est la découverte du traité de Dante Alighieri De Vulgari Eloquentia, un traité qui était perdu depuis des siècles par un humaniste qui s'appelle Gian Giorgio Trissino, découverte qui a eu lieu en 1529
et qui constitue le point de départ d'une nouvelle réflexion sur la langue. Or, dans le traité de Vulgata Eloquentia, Dante, justement, de manière très précoce, parce que c'est un texte qui a été écrit au tout début du XIVe siècle, Dante commence une nouvelle réflexion sur l'importance de la langue vulgaire. Et il commence justement une opération qui sera poursuivie au XVIe siècle, c'est-à-dire une opération de construire euh, cette nouvelle langue et de lui donner un niveau qui puisse la rendre illustre, comme c'était les langues antiques telles que le latin et le grec. Alors, la découverte du De Vulgare Eloquentia devient donc le point de départ pour euh, une nouvelle manière d'aborder la question de la langue. En Italie, cette question de la langue a intéressé un grand nombre de savants et a passionné la culture italienne pendant tout le XVIe siècle à partir d'un ouvrage fondamental de Pietro Bembo. Et donc, à partir de cette réflexion et en même temps, et aussi en rivalité avec la réflexion menée sur la langue italienne, il y a une réflexion parallèle sur la langue française qui a le même but, c'est-à-dire de faire de la langue française non pas seulement une langue populaire, mais une langue illustre. Très important de ce point de vue-là est la publication du discours comme une langue vulgaire peut se perpétuer, publié en 1547 par Jacques de Beaune, mais surtout, alors Jacques de Beaune, dans son ouvrage, dit par exemple que le français a autant de grâce que le latin ou le grec. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs tentatives de la part des savants de euh, manifester cette fierté, cette nouvelle fierté du français, et de dire, à partir justement de sentiments d'infériorité qu'on ressentait euh, par rapport au grec et au latin, de dire, mais le français aussi peut arriver au même niveau. Le français aussi possède euh, les potentialités pour euh, devenir une langue classique comme le latin ou le grec. Mais de ce point de vue-là, la publication la plus importante est, bien entendu, la défense et illustration de la langue française, publiée en 1549 par Joachim du Bellay. Alors, du Bellay est un personnage qui fait partie de la Pléiade et d'une certaine manière, la défense et illustration de la langue française est considérée en tant que le manifeste de la Pléiade pour faire du français une langue prestigieuse. C'est-à-dire que la production littéraire de la Pléiade s'accompagnait à une réflexion théorique sur la langue qui voulait conduire à une nouvelle réélaboration de la langue française pour lui donner plus de prestige. Voilà ce qu'il dit Du Bellay dans la prémisse de sa défense et illustration de la langue française. Et qui voudra de bien près y regarder trouvera que notre langue française n'est si pauvre qu'elle ne puisse rendre fidèlement ce qu'elle emprunte des autres, si infertile qu'elle ne puisse produire de soi quelques fruits de bonnes inventions, au moyen de l'industrie et diligence des cultivateurs d'Icelle. Donc finalement, ce qu'il dit du Bellay, c'est que la langue française, au-delà du sentiment d'infériorité, n'est pas si pauvre qu'on le pense, n'est pas si inutile, n'est pas si impossible à améliorer pour ceux qui veulent s'y appliquer. C'est exactement ce qu'on va faire pendant tout le XVIe siècle. Contrairement à Ronsard, alors vous voyez là, il y a des positions différentes même à l'intérieur du mouvement de la Pléiade. Contrairement à Ronsard, le modèle pour Du Bellay reste le latin. Nous avons vu que pour ça, il y a un rapprochement à la littérature française du Moyen Âge. Pour Du Bellay, par contre, il faut s'adresser toujours au latin et l'imiter plutôt que le traduire. Et le sens d'imitation est très important dans l'ouvrage du Bellay, puisque ça signifie de adapter la structure lexicale et grammaticale du latin pour renouveler la langue française. Donc c'est une idée d'imitation qui n'est pas pourquoi il fait la différence entre imiter et traduire, parce que d'après lui, traduire, c'est justement ce qui faisait les gens à l'époque médiévale
à l'époque du moyen français, c'est-à-dire prendre les mots latins, les transférer tout court en français. Pour lui, imiter, par contre, c'est faire du français une langue qui se rapproche le plus possible à la structure et à la richesse du latin. Voilà, alors c'est tout pour la partie histoire externe d'aujourd'hui. On continuera et on complétera la présentation du XVIe siècle la prochaine fois.